Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Pourquoi tu commences par rigoler? Parce que tu as une façon de dire salut tout le monde comme ça. Mais oui, c'est parce que l'été est là, il fait D'accord. beau, le ciel est bleu. Le monde va mal, mais le ciel est bleu. Mais nous on va bien. Mais ça, je sais pas. On va mieux que le monde en tous les cas. Bon. Petit débrief hebdomadaire. Donc c'est le dernier avant les élections européennes qui auront lieu dimanche. On ne reviendra pas sur tout ce qu'on a écrit dans la newsletter cette semaine. D'ailleurs, abonnez-vous à la newsletter, c'est quotidien et c'est gratuit. On ne reviendra pas sur Gabriel Attal qui fait irruption dans l'émission de France Info de Valérie Ayé. On ne reviendra pas sur l'interview d'Emmanuel Macron qu'il a donnée sur TF1 et France 2, où ce qu'il dit sur le Proche-Orient et sur Gaza est absolument problématique, on va dire, à tout le moins. Mais on va vous parler des européennes, on va essayer de faire un petit bilan de cette campagne, de ces campagnes qui ont été menées par les différentes listes. Je vais juste faire un petit On fera un débrief. Oui, exactement. On fera un débrief à 22h le dimanche soir. Ouais, vous l'aurez, voilà, direct. Direct, lorsqu'on aura les premiers résultats. Mais d'abord, un petit point sondage, parce que d'abord, c'est une première constatation. Pendant 6 mois à peu près, les courbes entre les différents sondages sont restées relativement stables. Il n'y a pas eu de grosse chute d'un candidat. Presque aucune courbe s'est croisée. Enfin, en gros, tout le monde est resté dans 3%. C'est-à-dire Jordan Bardella, qui fait la course en tête dans les sondages, il est à plus de 30%. En gros, il varie entre 31 et 34%. Et depuis le départ. Et depuis le départ. Depuis le départ, la deuxième liste, c'est la liste de Valérie Ayé, qui est entre 14,5% et 17%. Alors, elle a un peu baissé. Maintenant, elle est plus vers 14-15 que vers 17%. Et Raphaël Glucksmann, qui est le troisième, lui, il est passé de 11 plutôt à 14%. Donc il a pris 3%. Les insoumis qui étaient plutôt autour de 6-7%, parfois 8%, aujourd'hui ils sont plutôt proches de 8%, voire parfois de 9% que de 5%. Les Verts, eux, ils ont plutôt perdu 3%. Bref, ils sont autour de 5%, et d'ailleurs il y a un gros risque en tout cas il y a un risque. Dont ils parlent eux-mêmes. Ils ont raison d'en parler. Exactement. Ça va mobiliser. Qu'ils ne passent pas la barrière des 5%, et donc qu'il n'y ait pas de députés européens. Ils essaient de mobiliser leur base de cette manière-là. Bref, mais tout le monde, en gros, est resté dans 3%. En gros, à varier dans ces 3%. Ce qui n'est pas le cas de toutes les campagnes. Des campagnes présidentielles où on a vu des courbes qui se croisaient totalement, des candidats qui passaient du simple au double. Et même lorsqu'on regarde la campagne de 2019, il y a par exemple, si je prends les Europe Écologie Les Verts, ils sont passés ils étaient à 8-9% quelques mois avant le vote, et ils ont fini à 14%. Donc tu vois, il y a eu des gros changements. On n'est pas à l'abri non plus que les sondages soient contredits dimanche, notamment du fait d'une mobilisation différentielle de certains camps, de certaines catégories socio-professionnelles qui mettent un peu à mal tout ce qui a été dit, ou d'une classe d'âge, effectivement, qui mettent un peu à mal tout ce qu'ont raconté les sondages pendant des mois. Mais peut-être, on va parler de la gauche, de cette campagne, notamment des différentes listes de gauche, mais peut-être d'abord un point de vue sur la campagne en général. Oui, non, mais je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, la campagne n'a pas fait bouger beaucoup les lignes, parce qu'au fond, chacun est resté assez identifié sur ses thématiques. Chacun a poursuivi son thème, avec plus ou moins de bonheur. C'est vrai que Marine Tondelier, par exemple... Marie Toussaint.
Marie Toussaint a eu du mal à complètement concrétiser la préoccupation environnementale qui reste, selon les études d'opinion, parmi les toutes premières pour les gens. C'est-à-dire que c'est dans les 3 premières, en tout cas, ça peut être comme ci, comme ça, mais entre le pouvoir d'achat, l'immigration et le climat, en gros, c'est les 3 sujets qui remontent en permanence. Et voilà, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas réussi à faire que cet enjeu-là apparaisse. À mon avis, c'est passablement lié à 2 questions qui ont été pas claires pour elle. C'est la question du pacte vert. Ils soutiennent pas. On ne sait pas trop. On ne comprend pas trop. C'est-à-dire à la fois ils disent qu'il y a un très gros enjeu à ce que ça recule, et en même temps on ne l'a pas soutenu. Donc leur position n'est pas extrêmement lisible. Ça c'est le premier point. D'ailleurs, juste toute petite parenthèse, j'ai interviewé cette semaine Marie Toussaint et Aurore Lalucq, donc de la liste de Raphaël Glucksmann, et la numéro 2 de la liste. Numéro 2 de la liste, et les deux m'ont reprise lorsque j'ai parlé de ce pacte vert. Parce que moi, je disais en anglais, je disais le Green Deal. Et en fait, je mélangeais le Green Deal et le Green New Deal. Et attention, il y a une différence, puisque le Green Deal, en fait, c'est ce qui a été adopté, donc c'est ce pacte vert dont tu parles, et le Green New Deal, c'est ce qu'elle voulait. Tu vois, et en fait il y avait une différence. Or moi je mettais un peu tout ça dans le même paquet, puisque ils ont participé à l'élaboration du Green Deal, du pacte vert. Mais en fait elles deux, l'une plutôt associée aux socialistes et l'autre écologiste, en fait portaient quelque chose d'encore plus fort en matière écologique, et notamment en matière sociale. C'est surtout ça qu'elles reprochent toutes les deux à ce pacte vert, c'est qu'en matière sociale et en matière d'investissement, il est très ténu, il ne propose pas grand-chose. Oui, le Green New Deal proposait notamment de mettre vraiment des moyens économiques, financiers pour passer une autre étape. Et donc, en fait, je pense qu'il y a cette espèce d'ambiguïté au fond, il y a un danger ou il n'y a pas de danger, c'est formidable, c'est pas formidable, l'Europe, elle est sur le bon chemin, elle n'est pas sur le bon chemin. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'ambiguïté qui fait qu'elle n'a pas réussi à avoir cette espèce d'élan qu'il y avait en 2019, dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont voté écolo en se disant, il faut que l'Europe s'engage sur la bonne voie. Et là, il s'est passé quelque chose dont on n'a pas très bien compris, au fond, comment elle l'a apprécié, comment les écologistes l'ont apprécié. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est une galère pas possible pour eux d'être avec les Verts allemands. C'est-à-dire que sur plein de sujets, c'est une galère d'être avec les Verts allemands, mais en particulier les effets de la politique énergétique en Allemagne qui est soutenue par les écologistes allemands. Et que là, c'était compliqué, quoi. Hein. Si tu veux, dans les débats, j'ai trouvé que voilà. Donc ça, je me dis peut-être que ça a bridé la lisibilité du discours de Marie Toussaint. Moi aussi, je vais dire un petit mot sur la campagne de Marie Toussaint. Je pense que la grosse différence avec 2019, où ils avaient fait un très bon score, c'est que ça s'inscrivait dans une séquence qui les dépassait, qui était très axée dans les dynamiques à l'œuvre en fait dans la société, étaient des dynamiques écolo, notamment du fait de canicules dès le début du mois de juin, des marches pour le climat qui étaient mondiale. En fait, il y avait des marches pour le climat mondial et donc qui portaient naturellement en fait leurs propositions ONU et sur le devant de la scène. Greta Thunberg aussi qui apparaissait comme une idole, une figure importante du mouvement. Et là, il n'y a pas eu ça, en fait. Et ils ont même, on a même eu l'impression que très souvent, lorsqu'ils essayaient, lorsque Marie Toussaint, notamment, essayait de mettre l'écologie, en fait, sur le devant de la scène, ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Parce que les contingences auxquelles aujourd'hui les Français et les Françaises sont confrontés, ce qui était mis en avant par les médias les plus importants,
eh ben ça parlait pas d'écologie. On lui disait, eh ben il y a machin qui a poignardé truc et c'est un arabe et l'autre il a poignardé un blanc et puis il y a l'Ukraine et puis il y a Gaza et puis toutes ces questions auxquelles les écologistes ont une réponse, mais c'est vrai qu'ils sont moins identifiés sur ces questions-là que sur les questions voilà strictement écolo. Alors il y a pourtant eu des mobilisations. Il y en a encore une samedi par exemple autour de l'autoroute la 69. Mais là, encore une fois, ils n'ont pas réussi à en faire un sujet de campagne. C'est-à-dire que, et notamment, on a vu, pas de la distance, parce qu'ils sont dans ces luttes-là, mais comme le mode opératoire des gens qui sont mobilisés sur le terrain n'est pas exactement raccord avec eux, ce qu'ils font au Parlement européen, c'est-à-dire qu'ils négocient des textes, y compris avec les libéraux, voire avec la droite, ils sont voilà. Et que sur le terrain, c'est plutôt des gens qui sont vraiment dans les luttes et qui n'ont pas peur d'aller à l'affrontement avec les forces de police, etc. Du coup, tu vois, il y a eu un truc. Les marches pour le climat, c'était sympatoche. C'était raccord. C'était encadré, c'était raccord, ils étaient bien dans ces marches. Là, à la 69, ils y sont, hein, encore une fois, ils sont totalement raccord avec les revendications et même ils sont sur le terrain. Et lorsqu'il y a des problèmes dans les mobilisations, ils sont sur les plateaux télé pour défendre les mobilisés. Mais on sent que c'est pas tout à fait les mêmes pratiques. C'est pas une continuité stricte. Il n'y a pas de continuité. Ouais. Oui, ceci étant, ce que je crois, c'était mon dernier petit mot, c'est que je pense que elle devrait bénéficier de cette espèce de flottement à gauche pour déterminer son vote. Tout le monde l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'hésitation sur le résultat des uns et des autres à gauche. Autant à droite, l'affaire semble plier. Comment elle s'appelle, Hayé va faire son petit 16%, plus ou moins 1, Bardella va faire son 30, plus ou moins 2, et Bellamy va faire son 7, plus ou moins 1. À droite, ça ne va pas bouger. Par contre, à gauche, ça peut bouger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude, d'abord parce que les propositions portées par les uns et par les autres tiennent à cœur de beaucoup d'entre eux. Il y a des enjeux portés par Glucksmann sur l'Ukraine et sur la restructuration de la gauche, Marie Toussaint, les enjeux écologiques plus ou moins articulés au social, la LFI sur Gaza, le PC sur la question du travail. Donc chacun a réussi, moi il me semble, à marquer un terrain, un sujet qui au fond importe à tous. Il n'y a pas, personne ne va aller voter, je sais pas moi, écolo, en se disant moi je m'en fous de Gaza et je m'en fous du monde du travail. Et ceux qui vont voter pour Desfontaines vont pas se dire je vote pour Desfontaines, mais Gaza, tu vois. Donc du coup tout ça, ça va bouger encore. Et à mon avis, Marie Toussaint devrait s'en sortir parce que l'idée qu'il n'y ait pas de député écolo, quand même ça pèse. Et que donc dans le doute au dernier moment, mon avis, bizarrement, tu vois, plus que ce qu'on s'était dit à un moment donné, on pensait que Raphaël Glucksmann allait bénéficier du vote utile au sens de on va battre Hayé. Là, il y a une autre raison de se déterminer, c'est on va pas faire que les écolos aient moins de 5%. Donc il y a encore un vote utile entre ces 4 familles de gauche qui, encore une fois, à mon avis, ne s'excluent pas vraiment les unes les autres dans leur axe de position, quoi. Maintenant, la France Insoumise, on peut peut-être les prendre... oui, très rapide. Ouais, la France Insoumise, elle a vraiment fait sa campagne sur le thème que Mélenchon avait déterminé, c'est-à-dire la question de Gaza en prums. Manon Aubry a essayé de faire valoir un peu d'autres thèmes et elle avait intérêt parce que sur les plateaux il n'était pas que question de Gaza, donc il fallait bien qu'elle couvre un peu tous les terrains. Sa profession de foi d'ailleurs c'est une des 10 propositions mais c'est pas number one et c'est pas la seule qui émerge. Ceci étant, le pari politique que fait la France Insoumise, c'est de réussir à faire venir au vote des gens qui avaient déjà voté pour eux à la présidentielle, puisque notamment dans les quartiers populaires, ça avait quand même, notamment pour ceux
qui concerne la Seine-Saint-Denis. Mélenchon a été sorti à plus de 40% en Seine-Saint-Denis. Donc de retrouver cette mobilisation dans les quartiers populaires et de l'inscrire dans une continuité. C'est-à-dire évidemment quand tu votes France Insoumise à la présidentielle, puis que tu revotes France Insoumise aux élections européennes, tu te prépares à voter France Insoumise à la suivante. Je pense qu'il y avait vraiment une stratégie d'essayer de stabiliser et d'ancrer dans le vote France Insoumise un électorat qui est plus pas volatile, parce qu'il n'est pas volatile, il se mobilise par intermittence plus. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment le pari de la France Insoumise. On verra ce qu'il en est dimanche soir. Moi, je voulais refaire une comparaison en fait entre la campagne de Manon Brie et celle de Marie Toussaint. C'est-à-dire que stratégiquement, ils ont fait le choix de se situer au cœur de l'actualité, au cœur de ce qui a marqué le moment politique et médiatique de ces 6 derniers mois, c'est-à-dire... Ils ont contribué aussi à en faire que ce soit le cœur. Exactement. Ils n'ont pas simplement enregistré que c'était la question. Ils ont fait en sorte que ça soit... Tu as tout à fait raison, ils ont participé, mais je veux dire, l'horreur des massacres à Gaza et la façon dont nous recevons les images de ce qui se passe à Gaza, ça passe pas que par la France Insoumise. Tu vois, il y a beaucoup d'autres acteurs en fait qui sont mobilisés. C'est eux qu'on entend beaucoup dans les médias, etc. Mais pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitter, c'est pas les députés insoumis qui sont au cœur des événements, et c'est même pas eux qui sont les principaux producteurs des images d'horreur que l'on voit et qui nécessairement produisent de l'émotion en fait chez les gens qui les regardent. Et eux, ils ont dit bon bah nous on va prendre cette question et on va en faire quelque chose de politique. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une question européenne. Enfin, je veux dire, ou plutôt son rattachement à la question européenne est quand même très très lointaine. Tu vois, genre. Que peut l'Europe sur cette question? Elle peut, bien sûr, hein, elle a plein de choses à faire, etc. Contrairement à ce que raconte Emmanuel Macron dans son interview de jeudi soir. Mais c'est plus la France en tant que centre diplomatique, d'influence, etc., qui peut faire quelque chose. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que Jean-Luc Mélenchon, je me souviens au tout début il y a un an, hein, il y a un peu moins d'un an, lorsque s'était lancé, entre très gros guillemets, cette campagne européenne, que les Verts avaient dit qu'ils voulaient faire campagne seul à la suite de leur congrès, etc. Jean-Luc Mélenchon avait dit c'est le premier tour, je me souviens d'une note de blog où il disait c'est le premier tour de 2027. Bah, c'est ce qu'il a dit au meeting de lancement de la campagne. Exactement. Il l'a dit il y a un an, mais il l'a dit il y a 4 mois. Exactement. Et donc, il y a une question de la nationalisation, plus que ça, parce que c'est toujours national, c'est ce type d'élection, c'est pas ça le sujet, tu vois. Mais là, il y a une projection immédiate, en fait, dans ce qui va se passer en 2027. Et ce que tu disais tout à l'heure, l'inscription de ce vote, en fait, dans une perspective plus longue de t'as voté en 2017, en 2022, tu revotes en 2024 et potentiellement du coup derrière il sera naturel pour toi d'aller voter insoumis, donc éventuellement Jean-Luc Mélenchon en 2027. C'est ça l'objectif stratégique de l'implication de la France Insoumise dans cette campagne européenne. Je note au passage qu'il s'était beaucoup moins impliqué, notamment Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France Insoumise, dans la campagne de 2019. C'était beaucoup moins. Ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir, exactement. Là, Jean-Luc Mélenchon, il a fait tous les meetings, tous les machins, il a traversé la France, etc. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que cette stratégie va porter ses fruits, les insoumis? Ça dépend à l'aune de quoi tu la mesures. C'est-à-dire, si c'est à l'aune de on va installer une espèce de socle solide, peut-être. Ça ne veut pas forcément dire que ça fait un gros résultat, mais tu peux en avoir rien à faire si ton problème, c'est pas l'élection européenne, c'est l'élection présidentielle. Exactement. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de ce qu'on cherche, quoi. Et puis ça dépend le récit, en fait, qu'ils vont en tirer. Le récit le plus classique d'à peu près tout le monde, sauf les socialistes qui passent leur temps à s'auto-flageller, mais les autres, c'est toujours de dire, vous voyez, on a fait plus. Enfin, tu vois, les partis politiques voient toujours le verre à moitié plein,
alors même que parfois on aimerait bien qu'ils fassent des bilans un peu plus objectifs, tu vois. Ouais, je suis pas sûre que ça sera ça, moi. Ah bah moi je suis sûr qu'ils vont dire vous allez voir, on est passé de 6 à 9, donc on est la deuxième liste qui a fait la plus grosse progression derrière Bardella. D'accord, mais je pense que en fait, comme c'est pas vraiment leur objectif de faire un très gros score à l'élection européenne, je crois pas. Que leur objectif c'est en effet de préparer la suite de l'histoire. Donc ils vont pas tellement raconter cette histoire. Enfin, faire 9% quand tu as fait 22% 2 ans avant. Bon, c'est pas non plus. Tu vois, je veux dire, ils auront progressé par rapport à 2019. Excuse-moi, mais il s'est passé exactement la même chose entre 2017 et 2019. Il avait fait 20% en 2017, en 2019, ils font 6,5. C'est bien pour ça que. Et la conclusion, juste après 2019, c'était on a encore plus raison, tu vois. Parce que la ligne en fait, des 6,5, c'était pas la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors à l'époque, ils avaient expliqué qu'en 2019, au fond, la ligne qui était une ligne assez large et un peu consensuelle, etc., c'était ça qui les avait fait perdre. Mais ce qu'ils ont tiré comme. Enfin, je veux dire, je ne crois pas qu'ils se soient donné comme objectif de faire 17%. Enfin, je ne crois pas à l'élection, celle-ci. Ils ont. Encore heureux. Encore heureux, en même temps, ils ont mis Mélenchon en avant autant que possible. Donc, ils ont quand même essayé de retrouver un peu de dynamique Mélenchon. Mais encore une fois, ce que je pense, c'est que ce qu'ils cherchent, c'est à construire un socle. Un socle, et notamment dans la jeunesse, construire un socle, la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers populaires, et que c'est autour de ce socle qu'ils pensent pouvoir partir à l'attaque pour ce qui est à leurs yeux la vraie échéance, c'est-à-dire 2027. 2026, je pense qu'il sera l'année des élections municipales, je pense qu'ils vont vraiment faire l'impasse dessus. Ils vont continuer d'être dans leur stratégie de construction de socle, c'est-à-dire éventuellement de planter des listes dans les municipalités pour agréger autour d'eux, parce qu'ils pensent que il faut avoir un socle qui leur permet, l'idée qu'ils ont avec Mélenchon l'a écrit très clairement, on peut croire que je trahis ces mots, mais non, c'est de toute façon la bourgeoisie finira bien par nous, la petite bourgeoisie de gauche finira bien par nous rallier à la fin, c'est-à-dire que tous les gogos à la fin, parce qu'ils ne voudront pas de Marine Le Pen, ils finiront, donc ce qui importe c'est d'avoir un socle solide, convaincu, et puis le ventre mou de la gauche finira bien par nous rallier in fine. Donc c'est ça la pensée stratégique, c'est pour ça que les municipales, ils s'en foutent, et qu'en dehors de toujours cette stratégie de socle. Et d'ailleurs, juste un petit mot sur les municipales, parce que hier, jeudi, Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting et il a parlé des municipales, et c'est assez intéressant ce qu'il a dit. Pas beaucoup de gens l'ont noté, mais en gros, il a dit ils n'ont pas voulu de nous, ils veulent pas de la liste commune, etc. On va leur faire la nique au municipal, et vraiment il sous-entendait de façon assez explicite qu'ils allaient présenter des listes partout, et que en gros ils en avaient rien à foutre du résultat, et si ça faisait tomber la mairie, une mairie de gauche, et tant pis. C'était la menace, c'était vraiment une menace, genre assez claire, et qui va dans le sens de ce que tu dis. Ils ne cherchent pas spécialement à ancrer dans la diversité localement. Non, c'est pas un gros enjeu. Moi, je crois que cette stratégie ne passera pas forcément très bien, parce que on sera en 2016, on sera à 1 an des élections. 2026. En 2026, pardon, on sera à 1 an des élections présidentielles, et on va le voir là, le nombre de villes où le Rassemblement national va sortir en tête. Alors ça, je pense que ça sera dans l'immense majorité des communes que le Rassemblement national va sortir en tête, mais on regardera le nombre de villes où il va sortir à plus de 50%. Et dans plus de 50%, c'est-à-dire que c'est des villes que le Rassemblement national peut se donner comme objectif de conquérir. Et là, je pense que ceux qui diront « on s'en fout que le Rassemblement national vienne à la mairie », là, ça va être compliqué, parce que ça va être compliqué avec tout le monde. Ça va être compliqué avec les militants des associations, ça va être compliqué avec les fonctionnaires, ça va être compliqué avec les militants, avec les habitants des quartiers. C'est quand même très très compliqué de dire on s'en fout, parce que là, les effets concrets d'une gestion Rassemblement national, au secours, quoi. Donc bref, moi je crois que ça, c'est aujourd'hui on fait comme ci comme ça, mais on verra bien ce qu'il en est après. Après, on continue, notre tour de piste. Les communistes, Léon Desfontaines. Moi, j'ai trouvé qu'on a découvert une nouvelle personnalité, évidemment. On ne connaissait pas non plus Roussel avant, donc on l'a découvert la dernière fois. Et là, il y a eu Léon Desfontaines.
qui a été assez remarquable dans sa tenue des débats. Il n'a que 28 ans, c'est sa première candidature, donc il n'est pas, c'est pas un sortant avec l'expérience des joutes oratoires, des débats publics, etc. Enfin, en ce sens, il n'est pas comparable, par exemple, à Manon Aubry ou à Raphaël Glucksmann. Donc j'ai trouvé que ça a été très bien tiré, et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il a réussi à exprimer d'une façon plus audible et plus convaincante, à mon avis, la question du rapport de la gauche avec le monde du travail. C'est-à-dire cette question qui, à mon avis, je pense que sera dans les enjeux des 3 ans qui viennent, c'est est-ce qu'on peut continuer d'avoir le monde du travail qui vote massivement pour l'extrême droite. Et j'ouvre et je ferme une parenthèse, parce que tout le monde va dire, pour ceux qui votent, ils votent extrême droite, mais toutes les études montrent que si vous interrogez ceux qui ne votent pas et que vous leur demandez, et si vous votiez, qu'est-ce que vous voteriez, c'est souvent pire, et ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. C'est-à-dire les gens qui sont éloignés de la politique, il n'y a aucune raison qu'ils soient plus à gauche. Les gens qui sont éloignés de la politique vont plus naturellement vers les forces dominantes, et qu'aujourd'hui, ce qui s'est imprimé comme idée quand on est du monde populaire, c'est que si on n'est pas content, c'est Marine Le Pen. Et donc, l'idée qu'on ne peut pas être aussi pauvre, en fait, c'est pas qu'on s'en désintéresse, mais c'est qu'on est pauvre dans l'approche des enjeux du monde du travail, qui ne se réduit évidemment pas que à l'indexation des salaires sur la hausse des prix ou à l'augmentation du SMIC, ni même à l'augmentation des minima sociaux. Bref, que tout ça, je pense que Desfontaines a réussi à le dire comme un enjeu pour la suite de l'histoire. Encore une fois, je suis assez peu... Enfin, je ne pense pas qu'il va marquer des points en termes de résultats, parce que c'est un sujet qui dépasse un tout petit peu la question européenne. Il a voulu beaucoup s'ancrer sur l'histoire du non, être le candidat qui ravivait l'histoire du non. Ça n'a pas marché. Au traité constitutionnel de 2005, je pense que ça n'a pas beaucoup marché, son idée. Donc il s'est beaucoup mis sur je suis le candidat du mix énergétique nucléaire renouvelable, du fret ferroviaire et du monde du travail. Ces thématiques-là qu'il a portées sont moyennement européennes, et puis surtout c'est que le Parti communiste souffre maintenant de sa grande faiblesse politique qui, quelle que soit, je dirais, la qualité ou non de ce qu'il raconte, fait que il est presque rendu dans la situation de l'extrême gauche d'avant. On pouvait trouver sympathique Besancenot, mais on savait que voter Besancenot, ça n'avait pas beaucoup de poids politique, pas beaucoup d'effet. Ouais, 2 choses. D'abord, pour appuyer ce que tu dis sur la relation au monde du travail, c'est vrai que sur leur liste, il y a quand même un tiers de syndicalistes, c'est-à-dire de gens en fait qui travaillent, qui sont impliqués dans le monde du travail, et pour qui le monde du travail est genre le centre où ils font de la politique, quoi. Le syndicaliste fait de la politique dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est, tu en as un peu parlé, Léon Desfontaines, il est communiste. Alors sur sa liste, il n'y a pas que des communistes, je pense notamment à Emmanuel Morel, qui n'est pas un communiste, mais c'est quand même une liste communiste, quoi qu'il en dise. T'as bien aimé l'entretien avec Morel? J'ai bien aimé l'entretien avec Morel. C'est lui qui l'a fait. Oui, exactement. Mais je vous le recommande. Cette semaine. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que raconte Emmanuel, mais c'est vraiment très très intéressant. La question du parti communiste et du mot communiste, ça a beaucoup animé à la fois les réseaux sociaux et aussi dans les médias, parce qu'il y a eu des joutes notamment entre Bardella et Léon Desfontaines dans plusieurs débats. L'autre, Bardella, lui disait « Ah mais vous êtes communiste !» Et en fait, il revenait là-dessus, et Léon Desfontaines, voilà, il a dit une fois Ok, merci OSS 117 », donc avec une blague, on en a déjà parlé, qui était très drôle, et genre voilà.
plusieurs fois, il a essayé de le renvoyer Bardella dans les cordes. Mais au fond, ça te dit quelque chose quand même, cette affaire, parce que... TPMP, là, l'émission épouvantable Hanouna. de Hanouna, Hanouna l'a reçu et il a été extrêmement sympathique avec Desfontaines, mais il lui a posé cette question. Il lui a dit, mais le Rassemblement National, ils ont eu l'intelligence de changer de nom. Il s'appelait Front National, il s'appelle Rassemblement National. Pourquoi vous continuez de vous galérer avec ce nom Parti communiste? Et Desfontaines n'a pas répondu. Il a dit, mais ma liste, c'est pas la liste du Parti communiste, etc. Je suis une liste où il y a des gens différents. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas la question d'Hanouna. Et la question de votre référence à l'histoire de votre parti, à votre nom, en fait, il ne répond pas. Et je pense que cette question d'assumer son histoire et de savoir insérer son projet dans les élections européennes, c'est un temps de quelque chose de plus grand quand même. Non mais et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a une défaite en fait, je trouve, des communistes au sens large, pas que du parti communiste, pour faire valoir en fait leur histoire. Et aujourd'hui, quoi qu'ils en disent, quoi qu'on en dise aussi, lorsque tu dis communiste à des gens en fait qui ne connaissent pas tout à fait ce que c'est que ni l'histoire ni la pensée communiste, ils pensent à Goulag, ils pensent à Staline, ils pensent à la dictature, et on n'a pas réussi comme Bardella, à quoi. décoller. Ils pensent comme Bardella, exactement. Et ça, c'est une faiblesse, à mon avis, qu'il faut acter et auquel il faut apporter des réponses. Et c'est là que je voulais en venir à une autre chose qui s'est passée et que tu as noté, d'ailleurs, toi la première, c'est la façon dont Léon Desfontaines, dans les débats et dans ses interventions, avait de sortir en fait de cette histoire strictement communiste. C'était en mobilisant d'autres figures, et notamment la figure de François Ruffin. C'est-à-dire que plusieurs fois dans des interviews, etc. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était vraiment exemplaire, c'était sur France 2. Ils font le débat sur France 2 à 8 et ils doivent commencer par montrer une image. Et donc chacun a choisi une image. Et Léon Desfontaines montre une image, donc c'est Verbaudet, donc c'est lui qui vient en soutien des salariés de Verbaudet qui sont en grève et qui ont gagné leur grève. Et donc il explique pourquoi. Et sur la photo, comme de par hasard, il y a qui? Il y a lui, et puis il y a François Ruffin sur le côté. Et plusieurs fois, il dit oui, d'ailleurs, comme le dit François Ruffin, etc. Et en fait, bon, au-delà du fait que il y a sûrement des stratégies présidentielles, blablabla, tu vois, je pense que c'est aussi une façon pour Léon Desfontaines de sortir de sa stricte famille politique et de dire, regardez, en fait, ce que je porte, ce qu'on porte au parti communiste, c'est pas juste le parti communiste qui le porte, puisque François Ruffin, qui vient pas de notre famille politique, il le porte aussi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu, voilà, c'était sa tentative de sortir de lui-même, et je trouve pas ça inintéressant, d'autant que j'imagine qu'il a aussi dans l'idée de capitaliser sur la sympathie, la popularité et la dynamique, François Ruffin, qui est indéniable depuis quelques mois en France, mais tout particulièrement à gauche. Oui, c'est pas sûr que ça va réussir, ça. Ah non, j'ai pas dit que ça allait Ce que je veux dire, on ne peut pas présumer que le résultat de Léon Desfontaines anticipe le résultat de François Ruffin. Ça serait pas sympa pour Ruffin. Même si je ne souhaite pas forcément, je trouve que l'argument de Desfontaines à la fin, qui était de dire que tout le monde passe 5%, c'est ça qui fera le plus d'élus de gauche. C'est un très bon argument et je lui souhaite de faire 5%. Dernier candidat de gauche. Raphaël Glucksmann, c'est marrant, de gauche, parce que c'est ce dont il a été beaucoup accusé, notamment ces derniers temps. Raphaël Glucksmann, une partie de la gauche était là en mode non mais c'est horrible, Glucksmann, c'est le retour de la gauche molle, c'est le retour de François Hollande. D'ailleurs, François Hollande revient depuis que Glucksmann est en dynamique dans les sondages, ou plutôt qu'on parle de dynamique parce qu'en fait il n'est pas vraiment dynamique, etc. Bon, les attaques ont été très fortes. Moi, je pense que, paradoxalement, c'est ce qui peut lui valoir, à mon avis, de faire un moins bon score qu'il n'aurait pu le faire. C'est que ce qui est né là dans les dernières semaines, en mode François Hollande, même les derniers jours, François Hollande, en fait, ça parle quand même à beaucoup de gens. Et c'est notamment la France Insoumise qui a porté cette estocade. Et ça parle à beaucoup de gens. Et moi, je vois dans mon entourage des gens qui se disaient tiens, on va aller voter Glucksmann parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Puis s'il peut passer devant Hayé, ce sera bien. Et là, tout d'un coup, je vois ma mère
le peuple de gauche, qui se réclame elle-même d'être le peuple de gauche, ma mère qui me dit en fait ils ont raison, elle a raison Manon Aubry, en fait c'est le retour de François Hollande, donc non, donc j'ai pas envie de voter Glucksmann et machin, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Après, moi, je vais juste répondre un peu sur le fond. C'est-à-dire que je ne pense pas que je pense que François Hollande voit, et d'ailleurs toute cette partie du Parti Socialiste, voit dans le potentiel bon score de Raphaël Glucksmann la possibilité d'un retour sur le devant de la scène. En revanche, Raphaël Glucksmann, lorsqu'il est interrogé sur les années Hollande, lorsqu'il est interrogé sur l'héritage socialiste, il passe son temps à s'en détacher, à dire mais c'est pas moi, je suis pas l'héritier, je suis pas, responsable de ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. Et d'ailleurs, même plus profondément, je trouve que la proposition qu'il fait, qu'il y a encore une ébauche, etc., d'une social-démocratie est une proposition d'une social-démocratie renouvelée par rapport à la proposition qui avait été celle du social-libéralisme de François Hollande. Je dis pas qu'elle est que je suis totalement d'accord avec, que c'est vraiment la gauche de gauche, etc. Très loin de là. En revanche, je vois que ce n'est pas la même chose. Il ne propose pas le même mode, le même rapport à la fois aux institutions, que ce soit européennes ou nationales. Il propose une articulation avec les questions écolo, les questions internationales, etc., qui est pas dans l'ADN en fait du Parti Socialiste, et d'ailleurs quand on écoute les tenants en fait du Parti Socialiste, ils disent pas la même chose. Moi ce que j'ai l'impression c'est que en effet Raphaël Glucksmann a la perception, la conscience que les années Hollande ça continue de peser négativement dans le game pour les socialistes. Olivier Faure était le premier à l'avoir perçu, et celle qui en a payé le prix, c'est Anne Hidalgo, sévèrement, quoi. Donc cette question. Elle l'a cherché. Hein, oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour du hollandisme, il y a Hollande qui croit que, comme il est populaire, il est attendu. Non. Je crois que vraiment, personne ne rêve d'un retour du hollandisme. Moi, j'ai noté plutôt l'émergence de la référence aux socialistes espagnols. C'est-à-dire que c'est relativement fréquent que les socialistes et Raphaël Glucksmann se réfèrent à la pratique du pouvoir des socialistes espagnols qui ont eu la bonne idée de reconnaître l'État palestinien, par exemple, mais un certain nombre d'autres pratiques et mesures qu'ont fait l'État espagnol, et donc les socialistes au pouvoir avec Sumar, donc une alliance, je dirais, socialiste néo-communiste. Si je vais à la grosse, mais enfin Sumar, c'est à peu près ça. C'est pas Podemos. C'est des alliés de Podemos, plutôt dans la continuité communiste. Et donc, il se rattache plus à cela, mais moi je pense qu'il ne faut pas faire dire à Glucksmann ce qu'il ne peut pas dire. Glucksmann, je ne crois pas qu'il... Alors là, il a l'air de se prendre un peu le melon et de dire je serai le garant, je ne sais pas quoi. Non mais attends, tu te calmes, on t'a rien demandé, on ne lui demande pas d'être le garant de la gauche. Donc il serait le garant de la continuité, je ne sais pas quoi, après le 9 juin. Il a dit qu'il ne reprendrait pas le Thalys le 10 juin pour disparaître au Parlement européen, comme il a disparu pendant 5 ans. Hein, oui, et qui serait le garant que ce qui a émergé là se continue, etc. Donc je pense qu'il se prend un peu le melon, parce qu'en vérité, le problème des socialistes, mais ça on l'a déjà dit 1000 fois, c'est que, d'accord, ils ont pris conscience que Hollande c'était un problème, son bilan était un problème, y compris le maire de Rouen, qui est quand même l'opposant d'Olivier Faure, aujourd'hui prend ses distances avec François Hollande. Donc je pense que cette compréhension-là, elle est acquise au PS, mais la réponse, c'est-à-dire quelle proposition
à la fois en termes de projet, en termes d'organisation, de rapport avec les autres forces de gauche, etc., etc. Tout ça, c'est pas fait. Et à mon avis, c'est pas Glucksmann qui va le faire. D'abord, il n'est pas membre du Parti socialiste. Et en plus, je veux dire, ceux qui vont voter pour lui peuvent saluer son engagement à la fois européen, pro-ukrainien. Je trouve qu'il a été relativement clean sur les questions palestiniennes, sur les questions sociales et sur sa tenue dans les débats aussi. C'est-à-dire que quand il reproche à Manon Bry son comportement très, très virulent à l'égard des autres de la gauche, je trouve que lui... Avec des coups en dessous de la ceinture. Ouais, voilà, il était visiblement affecté par des vilainies qui lui ont été faites. Lui, je trouve qu'il s'est comporté de manière clean, mais il n'a pas la clé du sujet. La clé, voilà, on s'en reparlera très vite, parce que là, on vous a déjà bien saoulé en faisant ce tour de piste du bilan mais la suite, elle n'est pas dans les mains de Glucksmann. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il aura contribué à faire émerger le fait qu'il y a des gens qui sont à gauche et qui n'ont pas voulu voter cette fois-ci pour la liste de Jean-Luc Mélenchon, et que donc le rapport de force à gauche, c'est pas dans 30% de gauche, il n'y a pas les 2/3 qui sont pro-LFI. Ça, ce n'est pas la vérité de la gauche. Elle est plus composite et encore une fois, je trouve que les 4 ont mis sur la table des enjeux et des façons d'aborder les problèmes qui leur sont propres et identifiés. Eh bien maintenant, on verra ce qui va se passer dimanche, et rendez-vous dimanche Nous, à 22h. 22h, exactement. On mettra en ligne un petit débrief sur les premiers résultats. Ciao, ciao. À très vite, salut.